Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière. Dans Smart Bourse, ce soir, 3 experts pour nous éclairer sur les résultats d'entreprise, sur la situation politique aux États-Unis, mais aussi évidemment sur les indicateurs macroéconomiques. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Nuno Teixeira. Bonsoir Nuno Teixeira. Bonsoir. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Gustavo Orenstein. Bonsoir Gustavo Orenstein. Bonsoir. Vous êtes responsable recherche macro et allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir également François Chollet. Bonsoir François Chollet. Bonsoir. Vous êtes président de Montségur Finance. Sans surprise, je vous propose, messieurs, de commencer cette émission avec un point politique aux États-Unis, ou en tout cas un point politique peut-être pas, mais la réflexion de marché que vous pouvez avoir vis-à-vis de la situation de l'élection présidentielle aux États-Unis, alors qu'on est maintenant à moins d'une semaine ou tout juste une semaine qui nous sépare du résultat de cette élection présidentielle. On peut peut-être commencer avec vous, Nuno Teixeira. On parle beaucoup de Trump Trade depuis ces derniers jours. Le marché semble avoir pris sa décision, je ne sais pas, mais en tout cas essayer d'anticiper au maximum l'éventualité d'un passage de Donald Trump lors de cette élection présidentielle. Comment est-ce que vous analysez d'un point de vue de marché, qu'est-ce qui anime vos réflexions sur le marché face à cette élection présidentielle ? Alors c'est vrai qu'il y a eu un peu de Trump trade pendant quelques semaines, ça s'affaiblit quand même. Ça se matérialise davantage du côté des taux finalement, puisqu'on a eu une tension forte sur les taux d'intérêt aux États-Unis, qui d'ailleurs s'est un petit peu prolongée en Europe. Il y a toujours une corrélation, évidemment. Sur le marché boursier, je dirais que, évidemment, tout le monde attend l'impact favorable, en particulier sur les bénéfices d'éventuelles décisions sur la baisse de la taxation attendue du côté de l'administration républicaine. Il faudra d'abord, évidemment, être sûr que ces mesures vont pouvoir être mises en place. Bien sûr. L'administration Biden, finalement, on a profité d'une certaine manière, puisqu'il y avait déjà eu une première baisse de l'imposition des bénéfices sur les sociétés américaines pendant l'ère Trump, qui a bénéficié au marché indubitablement depuis. Ça va être quand même un équilibre à trouver entre l'impact qu'on attend quand même de la hausse du déficit budgétaire, puisque bien sûr, oui. Du côté de Trump, on va avoir une aggravation beaucoup plus forte de l'endettement et donc des déficits qui vont quand même devoir être financés. Et parce que qui dit baisse de taxes dit moins d'entrée d'argent pour le gouvernement quand même. Tout à fait. Alors les deux programmes sont quand même coûteux. Oui. Et sont... mais du côté de l'administration Harris, si elle se matérialise, ce sera plutôt une augmentation de dette de l'ordre de 3 500 milliards de dollars. Du côté de Trump, c'est pratiquement le double. Donc on est quand même dans des ordres de grandeur un peu différents. Ce qui est sûr, c'est que normalement, les veilles d'élections présidentielles, on a de la volatilité sur les marchés. Pour l'instant, on est plutôt encore sur des volatilités relativement modérées du point de vue des actions. Ça se tend un peu du côté obligataire. Normalement, on devrait quand même avoir une forme de soulagement lorsque les résultats seront connus. Le problème, c'est que si les résultats sont vraiment très serrés dans des swing states, on risque d'avoir des contestations pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui risquent d'amener effectivement un peu de volatilité sur ces marchés d'actions. Donc nous, on reste quand même assez prudent, sans être... C'est difficile d'être complètement en dehors du marché, parce que bien généralement, les 2 derniers mois de l'année, une fois que les choses sont clarifiées, il y a plutôt un rallye de soulagement, donc on reste plutôt neutre en fait dans nos allocations. Avec quand même certaines classes d'actifs qu'on regarde un peu plus précisément, je pense toujours dans un scénario potentiellement d'élection de Donald Trump, mais à la tech ou potentiellement jouer l'appréciation du dollar comme on le voit à l'heure actuelle, c'est des choses qu'on garde en tête même si on ne bouge pas trop effectivement à une semaine d'une élection présidentielle. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que finalement les performances des marchés globaux sur ces 2 derniers mois ont été davantage porté par le dollar que par l'évolution des indices. Donc le dollar, il devrait quand même bénéficier
du maintien d'un différentiel de taux favorable aux actifs américains. En plus, en période d'incertitude géopolitique, on voit bien que les valeurs refuges comme l'or, le dollar sont tirent plutôt leur épingle du jeu. Maintenant, le dollar est quand même relativement cher, donc on verra par la suite. Mais pour l'instant, c'est vrai que les évolutions récentes, et notamment la résilience de l'économie américaine, plaident plutôt pour, alors certes, une normalisation de la politique de la Fed. On aura sûrement les 2 baisses de taux d'ici à la fin de l'année qu'on attend. Mais après, pour 2025, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour espérer davantage de mesures de soutien monétaire. Gustavo Orenstein, comment est-ce que vous les regardez, ces marchés, effectivement, à une semaine de l'élection présidentielle? On l'a beaucoup commenté, on l'a beaucoup suivi. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à dire à une semaine de cette élection présidentielle, ou là, on attend tout simplement de voir effectivement comment ça va évoluer, s'il y a un candidat ou l'autre qui est élu franchement, s'il y a effectivement des contestations, si tout simplement il y a un candidat qui a pas forcément les coups des franches aussi pour mettre son programme en marche? On est dans quel état d'esprit? Beaucoup de choses, je partage la plupart des conclusions. Je pense que beaucoup de choses ont été dites et je ne vois pas très bien ce que je peux rajouter, à part deux idées simples, je pense, sur cette question-là. La première, c'est que c'est quand même 50-50, c'est extrêmement proche, très honnêtement. Et d'ailleurs, ces tout derniers jours, on a l'impression que Kamala Harris recolle un peu à Trump. Donc alors c'est compliqué avec le système électoral américain de transformer des sondages en résultats. Mais oui, puis chacun y va de son analyse. Si une semaine avant, effectivement, on est à 50-50, ça bénéficie aux républicains, puis d'autres disent l'inverse. Enfin, c'est très compliqué. Oui, non, de toute façon, la réflexivité qui existe sur les marchés existe aussi dans les sondages, existe dans n'importe quelle réflexion d'ailleurs. Donc on s'en sort difficilement. Mais bon, au final, c'est quand même 50-50. Donc c'est vraiment très difficile de se positionner. Et non, alors, il y a cette incertitude, 50-50, et en plus, quand même je vous donnerai le résultat, je ne suis même pas sûr qu'on peut en déduire très facilement ce qui va se passer sur les marchés, puisqu'on peut très bien dire, et ça se défend, que ça y est, c'est dans les prix, même si Trump gagne, ça va, travel and arrive, comme on dit, sur les marchés, donc ça va baisser à ce moment-là, ou en tout cas, les fameux Trump trades vont de toute façon être coupés au même moment, ou pas, ou il va se passer encore autre chose. C'est très très difficile. C'est pour ça que le meilleur conseil, et je suis à peu près d'accord, c'est que s'il existe quelque chose qu'on vous appelez neutre dans votre portefeuille, il faut probablement être proche de ça. D'accord. Parce que c'est difficile de positionner un portefeuille aujourd'hui sur ça. En revanche, il y a quand même des choses que l'on sait et qui sont vraies quel que soit le candidat. Bon, d'abord, c'est que les États-Unis ont 6% de déficit budgétaire et vont le conserver. Alors l'augmenter peut-être, mais en tout cas le réduire très difficilement. Et ça, c'est quand même une économie qui interroge, une économie qui est grosso modo au plein emploi, où l'inflation est revenue à sa cible, mais qui a 6% de déficit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous passez de 6 à 0, vous êtes en déflation. Qu'est-ce qu'on fait avec cet équilibre qui est un peu bizarre? Mais bon, on sent bien, et je partage effectivement cette idée que, en tout cas, je ne retire pas mon souffle sur une baisse des taux de la Fed dans cette condition-là. Une économie plutôt forte. Certes, l'inflation est à sa cible, mais les questions budgétaires font que la Fed va effectivement s'approcher un peu du neutre, et puis c'est tout. Donc je ne vois pas très bien le grand espoir sur cette partie des taux courts américains. D'accord. Ce qui la distingue beaucoup d'ailleurs du cas européen. D'ailleurs, le cas européen sur le point budgétaire, on en parlera peut-être après, mais c'est vraiment une histoire complètement différente. C'est vraiment les États-Unis qui sont l'outlier de cette histoire, enfin un cas complètement séparé. En Europe, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc sur le cas de cette élection, je crois qu'on attend tranquillement, on essaye d'avoir des portefeuilles qui sont relativement robustes, à peu près pour tout. Mais je suis à peu près sûr qu'on sera surpris. François Chollet, même question, parce que il y a effectivement le sujet taxation, il y a le sujet potentiellement hausse des tarifs douaniers si jamais c'est Trump qui passe, il y a le sujet effectivement vue d'Europe, où on regarde beaucoup, parfois avec inquiétude, l'élection de Donald Trump, mais qui laisserait entendre qu'il y aurait un bon et un mauvais scénario. Est-ce qu'il y a vraiment un bon et un mauvais scénario dans cette élection américaine pour les marchés, j'entends, pour les marchés financiers Je ne suis pas certain qu'il y ait autant d'écart de politique budgétaire entre les deux, dans le sens où, si on regarde la moyenne des déficits de l'administration de Trump et la moyenne des déficits de l'administration de Joe Biden, et je crois qu'il y a à peine un point d'écart, on est à moins 7 quelque chose et moins 6,5 d'un côté de l'autre. Ça veut dire qu'ils ont fait exactement la même politique de dépenses budgétaires. Il y a eu le Covid quand même. Il y a eu le Covid. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un changement de paradigme idéologique dans la façon d'appréhender la dépense publique, en tout cas dans cette élection. C'est difficile effectivement de jouer le résultat de cette élection d'un point de vue d'investisseur.
ce que l'on peut jouer, et je partage assez l'opinion de Nino là-dessus, c'est on a un stress. Nous, on était très prudents sur les marchés depuis à peu près la fin du premier semestre parce qu'on avait le sentiment que les performances étaient déjà faites. Et on s'est dit que cette période serait peut-être une opportunité de renforcer les allocations pour la fin d'année. Et c'est quelque chose qu'on commence à faire très, très récemment et encore un peu aujourd'hui, mais très progressivement. On prend le risque d'un peu de volatilité à l'approche de ces élections, tout simplement parce que il est à peu près pour nous raisonnable d'imaginer que ce qu'on constate en termes de volatilité et de taux est plutôt de nature contextuelle par rapport à ce stress momentané, par rapport au stress des publications de résultats. Les résultats sont très exigeants puisque on est tellement habitué aux États-Unis d'avoir des anticipations inférieures aux résultats parce qu'on a été nourri par ça. Le consensus des analystes est en permanence nourri de manière un peu prudente pour essayer de faire mieux à chaque fois. Mais il ne faut pas se tromper, la concentration des profits qu'on a, qui correspond d'ailleurs à la concentration des résultats et des contributions de performance aux grands indices américains, elle est toujours valable. Microsoft corrige un peu, mais c'est vraiment un épiphénomène par rapport au parcours boursier du titre. On a eu une très belle publication d'Alphabet il y a maintenant 2 jours. Apple ne devrait pas trop décevoir. Et il ne faut pas oublier qu'Apple est sur son plus haut historique. Donc on a des titres qui sont effectivement très exigeants en termes de publication parce que les valos sont très élevés aux États-Unis. Et on a un 3e trimestre qui, souvent, et un des trimestres de publication de résultats les plus volatiles, parce que c'est un peu la période molle de l'année où on s'ajuste pour viser les résultats de fin d'année. Et donc, je ne suis pas certain que ce soit très pertinent de jauger la volatilité actuelle qu'on a sur les marchés actions uniquement à l'aune des publications et de cette élection américaine. Et je suis du coup plutôt positif et constructif sur la fin d'année, à la fois sur des marchés américains qui sont quand même sur une économie bien plus robuste que ce qu'on pouvait imaginer en début d'année. On avait tous en tête qu'il y aurait un ralentissement. Il a été très modéré, ce ralentissement. On a encore un bel embarqué de croissance, y compris pour le début de 2025. Et puis, côté valorisation, des valorisations qui sont certes tendues, mais avec des profits qui n'ont pas déçu. Alors, Nvidia est un dossier un peu à part, mais c'est 80% de croissance, donc de chiffre d'affaires et de marge. Oui, bien sûr. On peut pas jauger des grandes données comme ça, simplement en disant c'est juste cher dans l'absolu. Oui, c'est très très cher, c'est même hors de prix, c'est même une bulle. Après, la réalité, c'est que les profits sont bien là. C'est une vraie constatation. Donc, je suis moins prudent que ce que les indices de volatilité pourraient nous laisser craindre actuellement. Et la seule chose que je regarde peut-être avec ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on sortait du contexte, si on enlevait le contexte politique, on aurait une vision différente peut-être effectivement de la réaction. Les publications, tout le monde se dit que les publications vont être difficiles parce qu'elles sont très exigeantes en termes de valorisation aux États-Unis. C'est simplement que lorsque les marchés sont très chers, il faut être très sélectif et c'est difficile d'être sélectif sur un ensemble de marchés qui est très cher. Donc c'est là peut-être que se situe le point de stress du point de vue de l'investisseur. Et en tout cas, nous, on considère que cette volatilité est une bonne occasion de préparer les portefeuilles à une fin d'année plutôt constructive et un début d'année, là aussi, sans doute assez constructif. Voilà. Donc plutôt une note optimiste, si je comprends bien, sur ces marchés américains. Faire le maximum d'efforts parmi vous pour essayer d'être constructif pour cette fin d'année. Voilà. Après, nous, les grands paris d'allocation que nous avions étaient assez fort sur les États-Unis, un peu plus faible en Europe, et ça nous a plutôt servi. On avait quelques paris que j'avais défendus ici, qui étaient un petit peu, en début d'année en tout cas, contrariants. Je pense à des paris sur les small caps européennes. Je pense à un pari sur l'immobilier coté. D'accord. Je pense à un 3e pari sur un rebond et un réveil de la Chine. Fin du premier trimestre, c'était un peu audacieux. Ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui parce qu'on voit bien que les points bas ont été marqués et que la politique économique chinoise est de nature à vouloir vraiment pousser les investisseurs à revenir sur cette zone malgré le contexte économique. On va en parler de la Chine. Les valos sont très basses. Mais voilà, c'était une construction de portefeuille qui nous a plutôt pas mal servi cette année dans nos allocations. Et le point peut-être de vigilance le plus aigu pour moi, c'est effectivement cette remontée des taux que je trouve rapide et violente. C'est à regarder parce que si ça s'arrête à ces niveaux-là, on sera capable de le digérer à peu près sur les valorisations actuelles. En revanche, si ce mouvement se poursuit, le niveau de multiples qu'on a aux États-Unis et même peut-être en Europe sur les valeurs de croissance, ça va être difficile de tenir.
Nuno Teixeira, une question quand même en lien avec l'actualité du jour. Effectivement, on a découvert ce chiffre de l'inflation aux États-Unis, en Europe aussi, mais là on parle des États-Unis. Alors, il fut un temps où les marchés ne regardaient que ce chiffre et adaptaient leur stratégie en fonction. On a l'impression que c'est presque l'actualité s'il y en avait 3 grandes aujourd'hui, élection américaine, saison des résultats et inflation, finalement, ce serait la 3e. Oui, mais si on regarde ça sur plus longue période, je me demande si finalement ce qui a provoqué quand même les tensions sur les taux, c'est pas plus la fermeté du cycle américain. D'accord. On a eu une série de statistiques qui allaient dans ce sens. Plutôt que les élections. Et encore une fois, le marché des actions, il a évolué à la hausse, à la baisse, un peu en fonction des résultats certainement, notamment récemment. Mais les taux, eux, la direction a surpris quand même, parce que certes, on était peut-être allé un peu loin vers la baisse, dans l'autre sens, mi-septembre, mais quand même près de 70 points de base aux États-Unis. On n'a pas parlé, mais le Royaume-Uni, c'est à peu près 75 points de base. Il y a aussi des tensions là. En Europe, c'est un peu moins, mais ça veut dire que tout le monde découvre que finalement, le cycle économique américain est beaucoup plus robuste que prévu, et donc des attentes d'assouplissement monétaire peut-être un peu moins importantes, notamment pour l'année prochaine. Donc ça, c'est quand même à surveiller, parce que, on l'a rappelé, les valorisations sont très exigeantes. Si on avait des taux réels négatifs comme il y a quelques années, on pourrait soutenir ce type de valorisation. Maintenant, si on commence à avoir des taux réels qui restent à des niveaux élevés, alors même que l'inflation finalement est moins un sujet, là ça risque d'être un petit peu problématique. Donc à surveiller. Une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, c'est un scénario qui est déjà envisagé, certes. Est-ce que c'est envisageable selon vous ? Oui, je pense que c'est quand même envisageable, parce que la Fed finalement veut revenir à une sorte de neutralité. Donc elle a encore effectivement 25-50 points de base d'ajustement à faire. Je ne pense pas qu'ils vont temporiser lors de la réunion de la semaine prochaine. Mais pour 2025, la question se pose beaucoup plus sérieusement, effectivement. On aura peut-être des déceptions sur les amplitudes de baisse des taux. Tout nous ramène à la neutralité, si je comprends bien, que ce soit côté Fed ou côté effectivement portefeuille, dans un contexte comme celui-là. Gustavo Orenstein, alors effectivement, on peut peut-être élargir, on va peut-être pas commenter le chiffre d'inflation, effectivement, tous, mais cette économie américaine se porte bien, ces entreprises américaines se portent bien, en tout cas pour celles qu'on suit et que vous avez mentionnées, qui sont quand même des grands noms de la cote. Est-ce que ça témoigne effectivement d'une économie américaine qui aurait derrière elle un scénario récessif, quel que soit le scénario politique, et qui continuerait à progresser comme ça en 2025 par exemple? Oui, l'histoire de la désinflation, c'est justement parce que les investisseurs le regardent moins que c'est ça la réussite, c'est ça la victoire. La victoire, c'est qu'on n'en parle plus, précisément. Et quand on ne la regardera plus du tout, et quand les gens n'en parleront plus, parce que les consommateurs, eux, continuent de parler de l'inflation, enfin avec une confusion d'ailleurs entre le niveau des prix et l'inflation. Il y a plus d'inflation, mais les prix ne vont pas baisser, malheureusement. Donc il va falloir s'habituer à tous ces prix. À ce niveau de prix, oui, bien sûr. Vous prenez un taxi, vous discutez le restaurant, le machin. Oui, c'est vrai, mais ça ne baissera pas. Par contre, on va s'y habituer. Et du coup, et comme les salaires quand même semblent en moyenne progresser, ça aussi c'est un autre débat, mais bon, en tout cas en moyenne ils progressent, au fur et à mesure les pouvoirs d'achat se reconstituent, mais pour autant le prix lui-même, il n'aura pas baissé. Mais on va s'y habituer, mais ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, la question de l'inflation, c'est bien la question majeure en un sens, c'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a eu cette désinflation sans coût apparent pour l'économie qu'on est dans la situation d'équilibre qu'on a aujourd'hui. Je dis une situation d'équilibre parce qu'on a une croissance qui est effectivement robuste, notamment aux États-Unis, mais on sait que si elle devait ralentir, eh bien, la Fed, derrière, baisse ses taux très rapidement. Parce qu'elle a cette marge de manœuvre. Parce que l'inflation a pratiquement disparu. Donc, job is done sur la partie inflation. Du coup, d'ailleurs, c'est évidemment un discours que la Fed a. Elle regarde maintenant le marché du travail. Donc, dès que les chiffres sont un petit peu décevants ou problématiques, tout de suite, on sait qu'elle va baisser ses taux. Donc, ça protège vraiment énormément le scénario global. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on pense que nous sommes négatifs ou inquiets. Globalement, c'est quand même un scénario qui est positif. C'est un scénario qu'on appelle d'équilibre, un certain équilibre. Qu'est-ce qui peut effectivement dérailler ?
Bien, bon, le scénario évidemment de récession, cette idée que ça y est, les taux sont trop élevés, les banques centrales ont cassé quelque chose. Bon, c'était un petit peu les débats qu'il y a pu y avoir encore il y a quelques semaines. Tout ça est un peu oublié, il suffit 2-3 chiffres pour oublier complètement tout ça. Et puis il y a le scénario de l'autre côté qui, au contraire, je rejoins un peu cette idée, non, si l'économie n'atterrit pas du tout, si elle réaccélère, parce que la politique budgétaire ou d'autres, à quelle vitesse l'inflation ne va pas réaccélérer aussi ? Et du coup, les taux longs commencent à redevenir un problème. Surtout avec les droits de douane, s'ils sont mis en place, bien c'est sûr, là où ouais, le président a le plus de flexibilité, effectivement, pour modifier les droits de douane. Et puis, la politique migratoire, parce que si elle est vraiment ambitieuse sous l'ère Trump, si tant est qu'on ait une ère Trump, là, ça va poser des problèmes de manœuvre dans un certain nombre de secteurs de services en particulier, où il y a quand même, on sent un peu de tension sur les prix encore. Il y a un côté inflationniste dans certaines de ces politiques. Donc, en tout cas, c'est ça qui crée le risque, c'est de sortir de ce scénario, on va dire, d'équilibre, qui est le scénario qui domine depuis déjà plusieurs mois. Et c'est qu'on sorte d'un côté ou de l'autre. Évidemment, la question de l'élection de la semaine prochaine, c'est un peu ça. Est-ce qu'on pousse un peu l'équilibre dans un sens ou dans un autre ? Bon, on verra bien. Mais pour l'instant, on a quand même une croissance stable mondiale, grosso modo. Et puis cette inflation qui est faible, qui permet aux banques centrales de réagir, si c'était nécessaire, pour soutenir l'activité, ce que fait notamment donc, la Banque centrale européenne. Parce que l'Europe et les États-Unis ne sont pas exactement sur le même mélange de politique économique. On va pouvoir parler de l'Europe, peut-être à la loupe, peut-être de la saison des résultats. On peut commencer par ça en Europe. Alors aux États-Unis, j'ai compris que vous êtes tous globalement d'accord sur l'idée que la saison des résultats est plutôt positive, en tout cas de ce qu'on en a vu, même effectivement... Je nuance un tout petit peu. Aux États-Unis, on a le même phénomène auquel on assiste depuis plusieurs années maintenant, c'est la concentration extrême des profits. Si on prend le S&P 500 et les contributeurs de performance du S&P 500, c'est flagrant et c'est la même chose sur les profits. Et donc on a un vrai sujet, c'est de dire à quel moment on aura un rattrapage de valorisation de l'ensemble du reste du S&P 495, pour arrondir, que ce soit en termes de boursier, de valorisation, que ce soit en termes de profit. Parce que là, c'est un peu morne pleine. Il ne faut pas non plus... on n'a pas du tout les mêmes enjeux, c'est plat. Mais alors, ça, on en parlait justement avant l'émission, ça fait plusieurs années qu'on l'attend maintenant. Est-ce que quand on est investisseur, gérant, on continue à attendre finalement ce rattrapage de plus petite capitalisation? Si la baisse du taux d'IS, c'est 5% de plus à peu près pour le marché. Oui, mécaniquement. Oui, bien sûr. Il y a, en tout cas, on a eu quelques petits démarrages comme ça de rattrapage de ce 495 récemment. C'est pas encore une dynamique qui est enclenchée et pour des bonnes raisons de profitabilité tout simplement et de croissance des profits. C'est vrai qu'en Europe, on n'a pas tout à fait les mêmes sujets de concentration extrême et en tout cas en France, on a eu ces sujets à une certaine période avec notamment le secteur du luxe qui était un des gros poids lourds. Le parcours récent a montré que ça pouvait nous poser des vrais sujets. L'indice CAC français est en performance négative depuis le début de l'année à -3. L'indice européen, on est autour de 5. Oui, mais ça veut dire que c'est pas parce que les plus grosses capitalisations performent moins qu'il y a un rattrapage sur les capitalisations plus petites. Oui, on a digéré une très forte correction des gros poids indiciels européens qui a été assez violente, on peut le dire, parce qu'on n'était pas habitué à avoir une telle sous-performance de telles entreprises avec beaucoup de croissance embarquée et beaucoup de capacité à tirer le bénéfice d'implantation mondiale et donc de capacité à capter la croissance là où elle se situait un petit peu partout. Ça nous pénalise beaucoup en France. Si on regarde les indices européens, on a aussi des sujets de concentration, mais on est loin d'être dans les schémas qu'on connaît côté américain. Et d'ailleurs, le petit pari dont je parlais sur les small et mid cap, c'est pas un pari. Alors pour les small françaises, on est en négatif, mais les small européennes se portent pas trop mal. C'est une des premières années où les small ne font pas moins bien que les larges en 2024, en tout cas depuis le début de l'année. Et pour le coup, c'est plutôt enthousiasmant sur la fin de l'année parce que c'est des périodes très favorables aux petites et moyennes valeurs qui n'ont pas forcément accès direct au marché pour se financer et qui sont plus attentives, évidemment, à leur cours de bourse pour aller discuter de leur financement avec leur banquier, puisque c'est par le banquier que ça passe. Ouais. Donc c'est souvent des dossiers intéressants. On a beaucoup d'opérations financières en plus de retrait de la cote parce que les marchés cotés ont du mal à
à valoriser correctement ces entreprises. Donc c'est des thématiques comme cela qui me paraissent intéressantes côté européen. Et puis, je pose la question des valeurs de croissance, mais on l'a dit, dans les valeurs de croissance, il y a la consommation discrétionnaire et le luxe qui ont été un vrai sujet, et il y a une vraie sensibilité sur les multiples taux d'intérêt. Et le taux 10 ans qui va dans le mauvais sens pour ces valeurs-là est un vrai plafond de verre. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, je précise, on va vraiment regarder très finement le comportement du taux à 10 ans dans les jours qui viennent. Gustave Orenstein, cette saison des résultats en Europe, vous la suivez particulièrement pour ce troisième trimestre 2024 ? Oui, on l'a su en général, oui, on l'a su toujours. Hein, oui, bien sûr, oui, mais elle vous intéresse particulièrement en ce moment. C'est intéressant, non mais je vais rebondir parce que ce qui a été dit, c'est important, et c'est effectivement, la surprise, hein, quelque part cette année, c'est que les champions, en Europe, déçoivent, ont des difficultés. Chacun, évidemment, a ses problèmes spécifiques, même s'il y a l'ensemble des champions automobiles, si on peut dire que c'est encore des champions en Europe, enfin bon, ces entreprises importantes souffrent toutes collectivement des problèmes qu'on connaît. Le luxe, pareil. Alors, d'ailleurs, c'est des discussions qu'on a avec nos analystes ou avec d'autres gérants. Est-ce que c'est une histoire de la chinoise ou pas j'ai l'impression que pas vraiment. Il y a un problème de de-rating, il y a tout un tas de choses qui sont spécifiques à ce qui se passe dans le luxe. Et puis bon, on a évidemment le champion de toute catégorie ASML qui a ses propres histoires, qui à la limite, on ne peut pas en déduire grand-chose. Mais le point intéressant, je trouve, c'est que de toutes ces histoires-là, on ne peut rien déduire de la croissance européenne. Ça n'a aucun rapport. Chacune a des problèmes à son de style particulier, mais sans rapport avec la croissance européenne. Ça n'est pas un message sur ce qui se passe en Europe, c'est un message sur ce qui se passe sur ces champions. Parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises qui sont beaucoup plus liées à ce qui se passe en Europe s'en sortent finalement mieux. Et puis bon, l'exemple évidemment qui vient en tête, c'est les banques qui vont mieux, alors pour tout un tas de raisons aussi. Mais c'est quand même assez étonnant que parmi les meilleurs performeurs, sur les 3 meilleurs performeurs, je crois, depuis le début de l'année sur l'Eurostoxx 50, il y a 2 banques sur les 3. Donc c'est quand même intéressant. Et ça montre qu'il y a aussi cet équilibre, quand les grands champions ont des difficultés, mais il y a quand même d'autres relais. Oui, bien sûr. Et cette histoire des banques, c'est quand même très important parce que les banques ont plombé les indices européens pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ça a été plombé par les banques. Si les banques ne sont au moins plus un problème, alors là, c'est la surperformance qu'on observe depuis quelques trimestres. Je ne sais pas si on peut la prolonger à l'infini, évidemment non, mais en tout cas, ça n'est plus le problème que c'était. Ça fait quand même des indices un peu moins justement concentrés dans le cas européen. Dans le cas américain, c'est vrai que la concentration est énorme. Bon, c'est déjà effectivement dit et aucune idée évidemment de savoir. D'ailleurs, on espère évidemment un rattrapage plutôt une diffusion plutôt qu'une on va dire une convergence par une baisse des grandes valeurs. Ça m'étonnerait que les grandes valeurs baissent toutes seules. Hein. Généralement, c'est pas ce qui se passe. Mais on peut espérer par contre une diffusion si effectivement la croissance l'année prochaine est stable et que la question de l'inflation ne revient pas sur le devant de la scène. Nuno Teixeira, votre avis effectivement sur cette saison des résultats, puis même cette croissance européenne, si tant est qu'il n'y ait pas de droits de douane supplémentaires effectivement dans les échanges qu'on pourrait avoir avec les États-Unis. Comment est-ce que vous analysez cette séquence notamment ces 7 valeurs publiées aujourd'hui qui montrent finalement une moyenne un peu en demi-teinte, tout dépend de quel côté on se place? Oui, ça dépend évidemment des secteurs. On a un sujet quand même du côté des grandes valeurs exportatrices allemandes. Notamment celles qui sont très dépendantes de la Chine. On voit bien que la Chine a quand même une certaine tendance à la fois à élargir ses compétences et puis à se dire que finalement l'Europe c'est la priorité puisque les États-Unis vont devenir quand même plus protectionnistes, quelle que soit plus compliqué l'administration à partir des prochaines semaines. Et donc, elles poussent leur feu en Europe, notamment dans le secteur automobile. Donc ça, c'est compliqué. Après, pour d'autres secteurs, je ne suis pas sûr que la menace des droits de douane américains soit si élevée que ça. Et devrait permettre quand même. On attend quand même des résultats en Europe assez corrects l'année prochaine. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un peu d'optimisme avant le début de l'exercice, mais je dirais que les perspectives sont pas unanimement mauvaises. Et c'est vrai que le secteur financier est maintenant plutôt un soutien qu'un frein à l'évolution globale.
On voit quand même au sein d'un même secteur des entreprises avoir des réactions boursières assez différentes. Alors on peut parler de Hermès et Kering, aujourd'hui de BNP Paribas et Société Générale. Il y en a d'autres, effectivement. Est-ce que l'approche sectorielle aujourd'hui, quand on fait de la gestion active, quand on analyse les marchés, n'est finalement pas forcément pas la bonne loupe pour regarder cette saison des résultats, par exemple ? Oui, non, c'est clair. Alors après, on peut avoir quand même quelques calls macro. On parlait du secteur immobilier. Récemment, c'est peut-être un peu plus compliqué avec la remontée des taux, encore que. Oui, on perd 3-4% sur la dernière semaine, mais on a pris 40% en 6 mois. Exactement. Donc, là, on peut faire un call macro quand même sur une tendance un peu longue de baisse des taux d'intérêt. Donc je pense que ça peut se faire encore. Après, le secteur de l'énergie, on sait bien que l'évolution des cours du pétrole a été compliquée. Il y a encore probablement, je dirais, une tendance, surtout si Trump est élu. Alors là, pour le coup, il va relancer encore davantage les forages et donc plutôt pousser les feux sur la production de pétrole aux États-Unis. Et si la Chine ne redémarre pas en termes de demande, on aura quand même une pression plutôt baissière sur les cours du pétrole. Donc ça va être difficile de jouer ce secteur, il me semble, du point de vue macro. Mais sur d'autres secteurs, oui, effectivement, là il faut faire son marché et être beaucoup plus sélectif. Oui. Un mot peut-être de la Chine, vous l'avez mentionné tout à l'heure, François Chollet, on va continuer avec vous, Nuno Texera, puis je vous demanderai votre avis à chacun d'entre vous. Mais il y a deux sujets finalement aujourd'hui sur la Chine en matière d'investissement. Il y a l'impact en Europe. Et il y a, comment je regarde ça d'un point de vue investisseur aussi. Est-ce qu'on regarde ça de manière un peu plus optimiste, par exemple, qu'il y a un an à la même époque ? Est-ce que l'opportunité potentiellement du marché européen pour la Chine peut créer des opportunités pour les investisseurs ? Comment est-ce qu'on analyse le cas d'investissement chinois ? Alors nous, on est quand même assez dubitatif sur la capacité du gouvernement chinois, uniquement par des mesures monétaires, bien sûr, ce qui a été fait jusqu'à présent, de vraiment relancer la confiance, parce qu'il faut que les gens aient envie d'emprunter, disons. Donc s'ils n'ont pas envie d'emprunter parce qu'ils voient les prix de l'immobilier qui continuent à plonger, pour l'instant... notamment les administrations locales, elles continuent quand même. Enfin, il y a quand même une offre qui continue. Si on donne plus de financement aux administrations locales, elles vont augmenter l'offre. Donc, à moins qu'elles rachètent des biens qui sont invendus et qu'elles les mettent pratiquement gratuitement à la disposition des ménages. Là, ça pourrait relancer la confiance. Mais il faudrait probablement un choc budgétaire beaucoup plus important, de l'ordre de 5-10 points de PIB, pour probablement provoquer, je dirais, une demande des ménages beaucoup plus soutenue. Donc après, au niveau boursier, on a vu que temporairement, ça peut avoir quand même un impact. Il est clair que le gouvernement n'a pas envie, je dirais, d'un marasme boursier, parce que ça participe de la morosité générale. Et sans doute que pour l'instant, malheureusement, les Chinois, quand ils doivent investir, alors il n'y a plus l'immobilier, il n'y a plus vraiment la bourse, donc ils vont vers l'or et restent plutôt dans une attitude d'épargne, tant qu'ils n'ont pas retrouvé encore une fois cette confiance. Mais ça peut évoluer. Alors nous, on préfère jouer au cas où ça repartirait, une vue un peu plus large sur l'Asie émergente qui en profiterait, plutôt qu'un pari trop ciblé sur la Chine. Mais effectivement, sur l'Asie émergente, on est assez confiant, disons, enfin, il y a quand même du potentiel de croissance dans la région, et c'est quand même une zone qui mérite d'être regardée. François Chollet, vous nous l'avez dit, vous, c'était un de vos paris quand même, la Chine sur ce premier semestre 2024. Oui, alors c'était un pari satellite, hein, c'est pas bien sûr, on peut pas se tromper. Oui, mais c'est quand même un pari qui intéresse. Ça le devient un peu moins avec la performance. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une des raisons qui nous ont fait aller sur ce sujet-là, c'était d'abord... on y est allé de manière un peu tactique, c'est plutôt avec des ETF, vous voyez, donc c'est vraiment pas quelque chose qui nous est habituel. Mais l'ETF avait un intérêt, c'est que on a capacité dans un ETF à avoir des pondérations très importantes de grosse capitalisation. Et l'ETF qu'on a choisi était à plus de 30% investi sur 2 titres, Alibaba et Tencent. D'accord. Quasiment à parité. Donc c'était aussi un choix de stock picking que de dire à un moment donné on va aller sur cette zone-là pour avoir ces titres-là en portefeuille. Et c'est pas forcément des titres qui sont
englué dans le marasme immobilier ou bancaire chinois. Donc c'était vraiment une vue tactique, c'était une vue de valorisation aussi. Et puis un peu contrariant parce que c'était un sujet que personne n'abordait plus nulle part, alors que la Chine reste un des contributeurs significatifs à la croissance économique mondiale. Donc c'est pas une zone qu'on peut balayer comme cela définitivement du revers de la main. Mais c'est une zone sur laquelle on a eu beaucoup d'attentes quand même Bien sûr. ces derniers mois, j'allais même dire dernières années. Je partage l'opinion, la Chine est très agressive vis-à-vis de l'Europe, ça se voit sur le secteur automobile évidemment, mais c'est même vis-à-vis du monde. BYD est passé premier constructeur mondial le dernier trimestre il y a un an maintenant. Je serais assez curieux de voir les prochains chiffres publiés. En tout cas, en France, l'implémentation de cette marque est incroyablement rapide. On pouvait imaginer que les constructeurs européens auraient des barrières à l'entrée par des dizaines d'années de marketing, des réseaux propriétaires de maintenance, de garages, de concessionnaires, etc. On s'aperçoit que les parts de marché ont été pénétrées d'abord par Tesla, puis par les constructeurs chinois, sans qu'il y ait la moindre résistance, ce qui est assez effrayant du point de vue des investisseurs. Oui. Mais ce n'est pas que cela, ça va plus loin. Si vous regardez les chiffres publiés par le livreur de colis de La Poste, Chronopost, 22% des colis distribués en France aujourd'hui, c'est des colis qui viennent de Shein et Temu. C'est-à-dire que le consommateur français est devenu accro à ces plateformes-là. Et je ne vois pas comment ça pourrait s'arrêter s'il n'y a pas à un moment donné des décisions politiques pour bloquer un peu cet accès-là. Et donc, ce mouvement, il me paraît être inquiétant sur le bas de gamme cheap, sur le haut de gamme, y compris automobile, mais aussi sur plein de sujets technologiques. L'innovation chinoise est incroyablement dynamique, à mon avis. En tout cas, malgré toutes les mesures, on a vu le contraste saisissant qu'il y avait d'un côté entre Apple qui sort son iPhone 16 et Huawei qui, malgré tous les embargos, sort un téléphone qui se plie en 3 et qui vaut 2 fois le prix d'un iPhone et qui est vendu par palette en Chine auprès des consommateurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'appréhension qu'on en a côté européen, la Chine, on la voyait comme un centre de fournisseurs de produits à importer à bas coût. Mais je pense que c'est devenu bien plus dangereux que ça pour nous et que ça s'implémente dans plein de secteurs à une vitesse qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore 2 ans. Gustave Orenstein, est-ce qu'on regarde maintenant l'économie européenne en se demandant effectivement à quelle sauce on va être mangé quelque part face à ce que nous a décrit François Chollet? Alors d'abord, sur la Chine est clairement un pays très important qui doit expliquer à elle seule, je sais pas, au moins un tiers de la croissance mondiale, a des impacts un peu partout. Mais je distingue cette importance de la Chine de la question de savoir si je peux investir dans une entreprise chinoise, qui n'est pas exactement pareil. Bien sûr. Être un investisseur, c'est être un minoritaire dans une entreprise. Et on peut faire une grande croissance sans gagner de l'argent, être très peu rentable. Il y a plein de choses et c'est deux questions différentes. Mais ce n'est pas pour autant que la Chine disparaît. Elle est là, clairement, et donc il faut faire avec et essayer de comprendre son impact. Mais investir en Chine, c'est quelque chose de plus qui pose d'autres questions. Et notamment, parce que c'est un des grands débats depuis déjà plusieurs années maintenant, et notamment depuis la première présidence Trump, de la séparation en quelque sorte de l'économie mondiale et de la Chine, ou en tout cas des États-Unis et de la Chine, des États-Unis et de ses alliés, dont l'Europe fait partie. Ce découplage réel, il est beaucoup plus lent que ce que les gens imaginent. Mais sur les marchés, par contre, c'est un découplage qui se fait en appuyant sur un bouton. C'est beaucoup plus rapide pour n'importe quel fonds de pension de vendre toutes ses positions chinoises, de dire je ne veux plus entendre parler de ce marché, que de changer d'usine et changer de fournisseur. Ça, c'est beaucoup plus long. Donc, ce qu'on observe, c'est quand même ce découplage financier qui a été très, très important. Les investissements directs étrangers en Chine s'effondrent. Ce n'est pas uniquement sur les marchés, c'est vraiment les investisseurs mondiaux, les alliés des États-Unis, occidentaux on va les appeler, quittent la Chine. Et donc il y a bien cette forme de cet effet-là qui apparaît. Et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur occidental, c'est une question un peu complexe. Alors on peut faire bien sûr des mouvements, des ETF, mais disons, si je devais faire un fonds de pension pour les 40 prochaines années, je me poserais quand même la question de savoir jusqu'à quel point je peux mettre des entreprises chinoises dans mon portefeuille. C'est une question claire. Et aux États-Unis, c'est une question encore plus claire, je pense. Voilà. Après, sur l'impact sur l'Europe, pour répondre à votre question, je crois que on exagère quand même l'impact que ça va avoir. Alors, des impacts sectoriels, sans aucun doute. Si vous êtes bien sûr un concurrent direct d'une entreprise chinoise, il va y avoir beaucoup d'effets. Après, globalement, sur l'économie européenne, je ne suis pas sûr que ça soit
que c'est un énorme impact sur la croissance européenne. D'ailleurs, pas plus que les 10% de droits de douane auraient un énorme impact sur le PIB européen globalement. On est certes des gros exportateurs, mais enfin, c'est pas à ce point-là. Puis on s'exporte beaucoup entre nous. Enfin, donc l'impact sur en tout cas, les études d'économistes sur l'impact que ça aurait de 10%, c'est pas énorme. Ça coûterait peut-être 0,1, 0,2 points de PIB maximum. En revanche, sur certains secteurs, ça sera dramatique. C'est plus à regarder avec une approche sectorielle, si je comprends bien. Sectoriellement, ou des entreprises. Mais enfin, sinon, d'un point de vue macroéconomique, ça n'a pas un énorme impact. Quant à la concurrence chinoise, c'est bien sûr, c'est un problème politique dont on entend beaucoup parler. Même si, en tant qu'économiste, on peut que se réjouir de savoir qu'il y aura des prix qui baissent, quoi. Enfin, si l'idée, c'est d'avoir... Si le problème majeur, c'est le pouvoir d'achat, alors voilà une solution. La seule manière pour la Chine de pousser ses produits en exportation, c'est d'en baisser les prix. C'est l'offre et la demande. Voilà. Donc, si on veut de la désinflation, c'est plutôt une solution. Mais je comprends qu'effectivement, l'emploi et d'autres questions... ça ne va pas se passer comme un économiste sur un papier l'imaginerait. Notamment des questions ISR également, mais qu'on n'aura pas la possibilité de traiter aujourd'hui. Merci messieurs, merci Nuno Teixeira, merci Gustavo Orenstein, merci François Chollet de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.